Ce que je vais raconter aujourd'hui n'est pas une fiction. C'est une histoire que j'ai connue en profondeur, de celles qu'on entend et qui noient la gorge. Elle ne figure ni dans des scénarios de films, ni dans des livres de mystère, mais elle est bel et bien arrivée, lors d'un jour qui, pour la personne concernée, a tout changé. C'est l'histoire de comment un seul moment, une seule décision, peut bouleverser la vie de quelqu'un et laisser des marques que même le temps ne parvient pas à effacer. L'histoire est celle de Catherine. Pas la Catherine d'aujourd'hui, mais celle de 1926, une jeune fille de 16 ans qui portait un fardeau invisible, trop lourd pour son jeune âge. Ce jour-là, un 13 novembre, elle avait quitté la maison, et la matinée avait déjà commencé de manière étrange, avec une atmosphère pesante de départ. La décision de ne pas revenir à l'hôtel, annoncée sèchement à la réception, était un présage, mais personne ne comprenait alors ce que cela signifiait réellement. Elle ne partait pas en promenade, et le poids de son sac ne venait pas d'achat, mais de quelque chose de bien plus lourd, un revolver. Elle avait obtenu cette arme à Chicago, après un voyage dont peu connaissaient la véritable raison. À chaque pas dans le métro, à chaque secousse du train, Catherine retenait son souffle, comme si l'air de la ville devenait plus rare, la préparant à ce qui allait suivre. Son esprit, derrière ses lunettes de soleil, et sous le chapeau qui tentait de la dissimuler, était en ébullition. Ce n'était pas la première fois qu'elle pensait à cela, mais c'était la première fois qu'elle était si proche d'exécuter son plan. Le visage de Luigi Fini, le grand-oncle qui avait détruit son enfance, son innocence, hantait ses pensées. L'odeur de la peur, le sentiment d'impuissance d'années passées, tout cela revenait avec une force presque tangible et alimentait la détermination qui la poussait en avant. Elle avait obtenu des informations sur sa localisation par l'intermédiaire d'une connaissance commune, quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce que Catherine planifiait. Elle savait que Luigi fréquentait un certain barbier à New York chaque semaine, selon une routine presque monotone. Cette prévisibilité, auparavant insignifiante, devenait maintenant la clé du piège qu'elle tissait. Arrivée à l'adresse, la boutique semblait banale, une de ces façades qui se fondent dans le décor urbain et passent inaperçues. Mais pour Catherine, chaque détail comptait. Elle trouva un bon poste d'observation, ni trop proche pour être remarqué, ni trop éloigné pour perdre sa cible. Là, avec son sac serré contre son corps, elle entama une longue attente, qui durerait 9 heures interminables. Le temps semblait s'être arrêté pour elle. Chaque minute était une éternité, un rappel de la raison de sa présence. Il n'y avait pas de place pour les distractions, seulement l'observation constante de l'entrée de la boutique. Les gens passaient, la vie continuait autour, mais Catherine était dans une bulle de détermination glaciale, attendant le bon moment. Elle se souvenait de la poupée, cette poupée en porcelaine, un cadeau d'anniversaire, brisée de manière si brutale et insensée. L'image de la poupée éclatée au sol revenait dans son esprit comme un flash, et avec elle, la douleur, la colère, et la sensation qu'une partie d'elle s'était irrémédiablement brisée ce jour-là. La vengeance n'était pas un choix, c'était une nécessité, la seule façon qu'elle avait trouvée pour tenter de réparer ce qui avait été détruit des années auparavant. Lorsque la fin d'après-midi commença à teinter le ciel et que la lumière du jour faiblissait, la silhouette familière apparut. Luigi Fini. Il s'approchait de l'entrée de la boutique, comme n'importe quel autre jour, ignorant totalement la tempête qui l'attendait. La tension dans l'air devint presque étouffante pour Catherine, un poids qu'elle ressentait dans sa poitrine, presque suffocant. Elle l'appela par son nom, avec une voix qu'elle ne reconnut même pas, un filet de son qui semblait déchirer le silence de la rue. Luigi se retourna, et pendant une fraction de seconde, les yeux du prédateur et de la proie se croisèrent. La reconnaissance sur son visage, un éclair de surprise, et peut-être un soupçon de peur, fut la dernière chose qu'il eut le temps d'exprimer avant que le premier coup de feu ne perce l'air. Le bruit des tirs fut un claquement sec, trop fort pour une rue animée. Le premier coup atteignit Luigi en pleine poitrine, le faisant vaciller. Avant même qu'il puisse réagir, tenter de comprendre ce qui se passait, Catherine tira à nouveau. La deuxième balle l'atteignit, alors qu'il levait le bras dans un geste vain de protection. La scène était brute, sans détour, comme sortie d'un cauchemar. Il s'effondra au sol, ensanglanté, se tordant de douleur et de stupeur. La foule autour, qui un instant plus tôt poursuivait son rythme habituel, se figea. 3 femmes, témoins de l'horreur soudaine, s'évanouirent,
Sur le trottoir, Catherine, elle, resta debout au-dessus de lui, une figure immobile, et tira la troisième balle, fatale. Il n'y avait aucune hésitation dans ses gestes, seulement une certitude glaciale qui la guidait. Et puis, dans un geste presque irréel, elle porta l'arme à sa propre bouche. Le bruit d'un clic sec. Rien. Le revolver avait échoué. Pendant une fraction de seconde, le temps sembla s'étirer, et la vie de Catherine, sur le point de se terminer, reçut un souffle poétique du destin. Un détail que personne ne saurait jamais expliquer complètement, mais qui changerait le cours de tout. Elle était couverte de sang, mais le calme qui l'habitait était presque effrayant. Elle resta là, immobile, et ses lèvres laissèrent échapper à nouveau des mots, presque un murmure mais chargé d'une douleur ancienne et persistante. Il a cassé ma poupée. C'était comme si, à cet instant, toute la douleur réprimée pendant 4 ans remontait à la surface dans ces quelques mots. Luigi fut déclaré mort dans l'ambulance, en route pour l'hôpital. La rue, autrefois pleine de vie, était désormais le théâtre du chaos et de l'horreur. Catherine fut immédiatement arrêtée, et même face aux policiers, sa conviction restait inébranlable. Peu importe ce qu'ils feront de moi, je suis heureuse de lui avoir tiré dessus, répétait-elle avec une fermeté qui surprenait. Je l'ai tué, et je regrette de l'avoir tué, mais je ne regrette pas qu'il soit mort. À la gendarmerie, elle fut placée, seule dans une cellule. Le silence imposé du lieu contrastait avec le tumulte intérieur. Les policiers commencèrent à démêler l'affaire, enquêtant depuis les abus qu'elle avait subis 4 ans plus tôt. L'histoire qui se révélait était choquante, une toile d'événements qui expliquait mais ne justifiait en rien la violence du jour. Sa mère, ses frères et Rocco, son mari, furent interrogés, et les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter. Ce n'était pas une simple vengeance, c'était le dénouement tragique d'une série d'événements qui s'étaient déroulés en seulement 4 années. La mort du père, l'abus, la grossesse, la mort de l'enfant, le mariage et les lettres de chantage menaçant de tout détruire à nouveau. Les journaux ne mirent pas longtemps à publier les déclarations de Catherine, révélant des détails intimes et douloureux de son viol et de la destruction de sa précieuse poupée de porcelaine. Cette poupée, pour ceux qui comprenaient, n'était pas un simple jouet. C'était son enfance même, brisée par ce même homme. L'histoire, autrefois un sombre secret, était désormais exposée au monde entier. Des personnalités influentes de l'époque, figures publiques et même des politiciens, commencèrent à se ranger à ses côtés. Il y avait un cri silencieux mais puissant qui se répandait dans les rues et les salons. Si cela s'était produit aujourd'hui, on aurait vu surgir un hashtag « Nous hommes, tous Catherine » sur les réseaux sociaux, tant l'émotion suscitée par l'affaire était forte. La jeune meurtrière, qui semblait promise à une condamnation exemplaire, commençait à voir son histoire racontée par d'autres, et la perception de ses actes changeait subtilement. Elle fut soumise à une analyse par des médecins psychiatres, des professionnels qui, bien que la psychiatrie en soit encore à ses balbutiements dans le traitement des traumatismes de guerre, purent identifier en elle des signes clairs de déséquilibres émotionnels et psychologiques. Cela représentait un souffle d'espoir pour la défense, un élément à présenter au tribunal comme circonstances atténuantes, une manière de démontrer que son acte ne venait pas de nulle part, mais d'une douleur profonde et incomprise. Pendant ce temps, le corps de Luigi Fini reposait dans une sorte d'institut médico-légal pendant 2 semaines, sans qu'aucun parent ne vienne le réclamer. Personne ne se présenta pour les funérailles, aucun deuil apparent. Il fut enterré dans une tombe sans nom, une fin sombre et anonyme pour un homme dont la vie fut marquée par la lâcheté. C'était comme si la terre elle-même voulait effacer toute trace de son existence, empêchant que sa tombe ne soit un jour profanée par ceux qui l'avaient tant blessé. Lors du procès de Catherine, une femme nommée Sophie Irène Loeb, présidente d'un comité important de protection de l'enfance, prit la tête de la défense de la jeune fille. Madame Lobé fut déterminante, argumentant que, bien que Catherine doive répondre de ses actes, le Lana du DDT, véritable criminel Luigi Fini, avait déjà été jugé, condamné et exécuté, avant même que Catherine ne mette les pieds dans ce tribunal. C'était une rhétorique puissante, qui remuait les consciences de tous les présents. Un groupe de femmes, unies par un sentiment de solidarité, était présent au tribunal. Leur présence peu silencieuse, mais ferme, servait de soutien à Catherine. Son histoire avait touché une corde sensible dans la société, et la compassion devenait un sentiment qui se
répandait. Un homme d'affaires millionnaire, Harry Kendall Torr, fils du puissant baron du charbon et des chemins de fer, ayant pris connaissance de l'affaire, émit un chèque en blanc pour couvrir toutes les dépenses de la défense. L'argent n'était pas un problème. Ce qui comptait, c'était la vie de cette jeune fille. D'autres noms importants de l'époque, y compris des juristes et même la fille du 28e président des États-Unis, Thomas Woodrow Wilson, s'impliquèrent dans l'affaire, présentant à la Cour des demandes officielles de clémence en faveur de Catherine. La pression publique, ajoutée aux arguments de la défense, commençait à façonner l'issue du procès d'une manière que peu de gens avaient anticipée, montrant que la justice peut, parfois, être influencée par l'empathie et l'élan populaire. Madame Sophie Lobé, infatigable dans sa défense, réussit à retrouver le petit garçon de Catherine. Oui, cet enfant que tous croyaient mort depuis des années était vivant et élevé dans une famille adoptive. La nouvelle, qui aurait dû susciter une grande émotion et de la joie, ne provoqua pas chez Catherine la réaction attendue. En détention préventive, sa rencontre avec son propre fils ne lui apporta ni joie, ni émotion. C'était comme si la douleur passée avait endurci son cœur pour cette partie de sa vie. La vérité est qu'au moment du crime, la jeune fille était à nouveau enceinte, cette fois du premier enfant de son mari bien-aimé, Rocco Denino. Pour Rocco, tout cela fut un coup dévastateur. Pardonner ce qu'elle avait fait, assimiler toutes les informations liées à la vie secrète de sa jeune épouse, y compris l'acte désespéré de tuer son grand-oncle et tenter de se suicider, ne fut pas facile. Il fallut plusieurs jours pour qu'il puisse saisir l'ampleur du scandale dans une société terriblement conservatrice et pleine de règles. Finalement, à la veille de Noël, le mari de Catherine alla lui rendre visite en prison. L'annonce qu'il allait être père et l'amour sincère de Rocco, qui avait résisté à toute la tempête, ravivèrent une flamme en elle. L'état d'esprit de la jeune femme changea à partir de ce moment-là. Elle reçut un nouvel élan pour affronter le procès à venir. Catherine déclara, émue, que c'était le Noël le plus heureux de sa vie, que l'amour de son mari représentait énormément pour elle. Au procès, le juge fut sévère dans sa condamnation du crime, mais face aux faits précédents et aux nombreux appels à la clémence, il prononça une sentence qui en choqua plus d'un. Catherine ne recevrait ni la peine de mort ni la prison. Elle était libre sous deux conditions: être suivie par un agent de probation pendant une période déterminée et ne pas s'approcher de la maison de la famille maternelle, puisque son agresseur était du côté maternel et avait laissé une veuve et des enfants. Avouons-le, un dénouement improbable pour l'époque. Ce procès pour meurtre ouvrit un précédent extraordinaire dans les tribunaux pour des cas de cette nature, montrant que la justice pouvait, dans certaines circonstances, aller au-delà du crime et considérer le contexte de douleur et de souffrance qui l'avait motivé. À la sortie du tribunal, Catherine parla à plusieurs journalistes, et dans ses paroles se mêlaient larmes sincères et sourires. Elle se souvenait sûrement de l'une des lettres qu'elle avait écrites depuis la prison à son mari, avant le procès, dans laquelle elle affirmait avoir lavé l'honneur de sa famille, avec son propre sang. Nous savons qu'elle et son mari reprirent leur vie commune et, selon les récits, furent très heureux ensemble jusqu'à la fin de leurs jours. Catherine Sipa Denino est décédée le 17 septembre 1992, à l'âge de 82 ans, à Miami Beach, en Floride, des suites de la maladie d'Alzheimer. Elle était veuve de Rocco Denino et mère de John Marie Denino et de Carmela Millie Tomassi, laissant également 4 petits-enfants qu'il aimait beaucoup. Il n'existe aucun registre indiquant qu'elle ait, au cours de sa vie, revu son fils aîné. Il s'agit là d'un récit de true crime percutant, quasiment centenaire, mais qui semble terriblement actuel, comme s'il s'était produit le mois dernier. Il nous pousse à nous interroger sur les limites de la justice, de la vengeance et de la compassion. Maintenant, j'aimerais connaître l'avis de chacun d'entre vous. Quel fut le plus grand des crimes dans cet épisode? L'abus lâche qui a détruit l'enfance d'une jeune fille, ou l'assassinat qui, pour elle, représentait la seule façon de laver un honneur perdu?